Depuis 1945, le monde vit sous une règle tactique, l'équilibre de la terreur. Une doctrine née au lendemain de Hiroshima et Nagasaki. Un principe brutal mais efficace. Si deux puissances possèdent l'arme nucléaire, aucune ne la lancera, car la riposte sera immédiate, totale et définitive. Des décennies durant, cette équation a mené l'Union soviétique et les États-Unis au respect. Une forme de paix par la menace. Un équilibre instable, mais un équilibre quand même. Pour préserver cet équilibre, des traités ont été signés, notamment le traité de non-prolifération nucléaire, interdit aux pays ne possédant pas l'arme nucléaire de la développer, en théorie. Mais dans les coulisses, ce traité est plus politique que juridique. Certains pays contournent, mentent, cachent et surtout, certains États n'y croient plus à ce traité. L'un de ces États, c'est Israël. Officiellement, Israël ne possède pas d'armes nucléaires, mais officieusement, tout le monde sait que si. Depuis plusieurs décennies, une obsession guide ses politiques étrangères. Empêcher l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire. Car pour Israël, un Iran nucléaire, c'est la fin du jeu. Le jour où Téhéran aura l'arme atomique, l'équilibre basculera et l'équation ne tiendra plus. En 2009, les services israéliens sont formels. L'Iran est en train de franchir la ligne rouge. Les centrifugeuses tournent, l'uranium s'enrichit. Les preuves s'accumulent et la diplomatie ne suffit plus. Des frappes aériennes, trop risquées. Des sanctions, trop lentes. Il faut une arme invisible, un coup d'avance, un virus. En 2010, Stuxnet frappe des centrifugeuses iraniennes. Mais ce n'est que la partie visible de l'arsenal. Car dans l'homme, deux autres malwares sont déjà à l'œuvre. Des outils conçus non pas pour saboter, mais pour espionner, écouter et préparer le terrain. Voici l'histoire des cousins oubliés de Stuxnet. Nous pensons qu'un Iran doté d'une arme nucléaire serait une menace pour la région, pour le monde et un problème de survie pour Israël. Selon eux, l'Iran enrichit de l'uranium à une vitesse inquiétante, construit des centrifugeuses, installe des réacteurs souterrains et surtout camoufle ses intentions derrière des programmes civils. À Téhéran, on parle d'énergie pour des hôpitaux. À Jérusalem et Washington, on parle d'une bombe en préparation. Pour Israël, l'arme nucléaire iranienne est une ligne rouge. Et pour les États-Unis, allié indéfectible de Tel Aviv, cela devient un jeu stratégique majeur. Mais attaquer un réacteur nucléaire, c'est déclarer la guerre. Une guerre qui pourrait embraser tout le Moyen-Orient. Une guerre coûteuse, incertaine et visible. Alors, une autre voie est envisagée. Une guerre invisible, propre, sans soldats ni missiles. Une guerre qui ne détruit pas des bâtiments mais des systèmes informatiques qui les pilotent. Une guerre où une ligne de code vaut plus qu'un bombardier furtif. Et c'est là qu'intervient le projet Olympics Games. Une opération conjointe entre la NSA américaine et l'unité 8200 israélienne. Leur but, infiltrer des infrastructures iraniennes sans se faire voir. Ralentir le programme nucléaire sans exploser une seule bombe. Et gagner une guerre sans jamais l'avoir déclarée. Et pour cela, il fallait d'abord savoir observer, collecter et surtout cartographier l'ennemi. Pour ralentir le programme nucléaire iranien, il faut d'abord comprendre comment il fonctionne. Quels systèmes sont utilisés, quelles machines, quels logiciels qui les pilotent et comment communiquent-ils entre eux. Il ne s'agit pas de bombarder un site, il s'agit de s'infiltrer numériquement, d'y circuler librement, comme un espion silencieux dans le labyrinthe de câbles et de machines. C'est ainsi qu'est né Flamme. Flamme est découvert en 2012 mais actif depuis 2007. C'est un malware espion ultra sophistiqué sans précédent à l'époque. Il pouvait activer des micros des ordinateurs infectés pour enregistrer des conversations, prendre des captures d'écran à intervalles réguliers, scanner les fichiers, les réseaux Wi-Fi, les connexions Bluetooth et surtout se propager sans être détecté. Ce n'était pas une attaque, c'était une reconnaissance avancée. Un outil conçu pour cartographier l'environnement numérique iranien depuis l'intérieur. Flamme n'avait qu'une seule mission, collecter de l'intelligence discrètement et patiemment. Et il l'a fait pendant des années sans que personne ne le remarque. Puis vint Duqu ou Duqu. En 2011, un autre malware est repéré, Duqu ou Duqu. Et cette fois, les choses deviennent plus claires. Duqu ne collecte pas seulement les informations. Il installe des portes dérobées dans les systèmes, ce qu'on appelle encore en cybersécurité des backdoors. Il permet à son créateur de prendre le contrôle d'une machine à distance, d'analyser les failles et surtout de préparer le terrain pour une attaque future. Duqu est l'étape suivante. Après la reconnaissance, vient l'infiltration. Et lorsque des experts en cybersécurité analysent son code, ils font des découvertes capitales. Duqu et Flamme partagent des composantes avec une autre entité mystérieuse. Un groupe qui œuvre dans l'ombre depuis le début des années 2000. Un groupe lié à la NSA et qu'on surnomme
Equation Group. L'Equation Group est l'unité la plus secrète et la plus puissante de la NSA. Son nom lui vient de sa manière d'utiliser des techniques mathématiques complexes et parfois indéchiffrables pour coder ses outils. Certains malwares qu'ils ont développés s'installent dans les firmware des disques durs, rendant leur suppression presque impossible. Même avec un formatage complet du disque dur, leur code reste présent. Pendant plus de 15 ans, ils sont restés dans l'ombre, agissant sur plusieurs continents, dans des dizaines de pays. Et personne ne savait qu'ils existaient, jusqu'à ce que leur arme commence à fuiter. Car Flamme et Doukou n'étaient que les préludes. Ce qui allait suivre n'était plus un outil d'espionnage, c'était une arme. On est en 2009, en Natanz, au cœur du désert iranien. Les centrifugeuses d'enrichissement d'uranium tournent à plein régime. En surface, tout semble normal, mais au cœur du système informatique, quelque chose semble s'infiltrer. Ce n'était pas un missile, ce n'était non plus un drone. C'était un code informatique invisible injecté directement dans le système. Et ce code a un nom, Stuxnet. Stuxnet n'est pas un malware comme les autres. Ce verre informatique a été conçu spécifiquement pour saboter les centrifugeuses IR1 utilisées dans l'enrichissement de l'uranium. Mais pour y parvenir, il doit passer des dizaines de barrières de sécurité, car le réseau de contrôle des centrifugeuses n'est pas connecté à Internet. C'est pourquoi Stuxnet a d'abord été dissimulé dans des clés USB, puis inséré manuellement dans des ordinateurs cibles, dans l'espoir que l'une d'elles atteigne un jour le cœur du réseau de Natanz. Et lorsqu'il arrive à destination, il se transforme. Stuxnet commence par analyser le système CMN utilisé pour contrôler les centrifugeuses. Il vérifie tout d'abord que l'environnement est bien celui qui cible. Et lorsqu'il reconnaît les bons composants, il passe à l'attaque. Il modifie légèrement la vitesse de rotation des centrifugeuses, les accélère ou les ralentit à des moments critiques, mais surtout il falsifie les données renvoyées aux ingénieurs iraniens, leur faisant croire que tout fonctionne normalement. Résultat, les machines s'endommagent, se dégradent et explosent parfois, sans que personne ne comprenne pourquoi. Un sabotage silencieux, chirurgical mais surtout invisible. Pourquoi cela est historique? Car c'est la première fois de l'histoire qu'un code informatique cause des dégâts physique à des installations, mais surtout à des installations nucléaires. C'est aussi la première démonstration concrète qu'une cyberguerre peut avoir un impact réel sur le terrain, sans qu'une seule balle ne soit tirée. Et le plus troublant, quand les chercheurs en cybersécurité analysent Stuxnet, ils découvrent 4 failles 0D, 2 certificats numériques volés et un niveau de sophistication jamais vu auparavant. Ce verre n'a pas été créé par un groupe de pirates isolés. Il s'agit d'une cyber-opération étatique menée probablement par Israël et les États-Unis sur le nom de code Olympics Game. Comment cela a été découvert? Tout commence par une alerte banale. Nous sommes en juin 2010. À Minsk, en Biélorussie, un ingénieur de cybersécurité reçoit un signal étrange. Un client iranien affirme que plusieurs de ses ordinateurs s'éteignent sans raison. L'alerte est transmise à un expert du nom de Sergei Ulasen. À première vue, il s'agit d'un malware comme tous les autres, mais en l'analysant de plus près, Sergei découvre un code d'une complexité inhabituelle. Il décide alors de publier ses découvertes sur un forum de sécurité informatique. Rapidement, la communauté s'agite. Des chercheurs du monde entier s'intéressent à ce malware. Parmi eux, une entreprise américaine bien connue dans le domaine de cybersécurité, Symantec. Leur mission, comprendre ce que fait ce programme. Mais rien ne se passe comme prévu. Là où un virus classique contient quelques milliers de lignes de code, celui-ci dépasse les 150 000 lignes de code. Un véritable monstre truffé de techniques d'obfuscation, de modules cachés et de mécanismes d'anti-analyse. L'analyse révèle l'impensable. Ce virus est capable de programmer des automates industriels, les fameux PLC-CMN. Il contient plusieurs payloads, c'est-à-dire des charges utiles distinctes conçues pour des missions très précises. Et surtout, il ne se déclenche que dans des conditions très précises. Si la machine infiltrée contrôle des centrifugeuses IR1, alors le malware entre en action. Sinon, il reste silencieux, invisible et dormant. Les chercheurs comprennent que ce malware a une cible bien définie. Et vu le type d'équipement concerné, ils commencent à suspecter l'Iran. Mais ce n'est pas tout. En étudiant ce verre, les chercheurs découvrent avec stupéfaction 4 failles 0D, jamais signalées par Microsoft. Des vulnérabilités extrêmement rares, très chères sur le marché noir, que seul un acteur étatique peut se permettre de les utiliser à la fois. En plus, Stuxnet possède 2 certificats numériques volés à des entreprises taïwanaises, lui permettant de se faire passer pour un logiciel légitime. Et pour couronner le tout, il utilise une méthode de propagation par clé USB, parfaitement construite pour contourner les réseaux déconnectés d'Internet. Stuxnet, l'arme parfaite vient d'être découverte, et le monde comprend que quelque chose a changé. Pour la première fois, un malware est capable de causer des dégâts physiques
à une infrastructure nucléaire. Et personne ne connaît combien de copies dorment encore sur des machines industrielles. Le rideau vient de se lever sur un nouveau théâtre de guerre, le cyberespace. Ils l'ont appelé Stuxnet, mais il n'était pas le seul. Ce que les chercheurs vont découvrir dans les mois qui viennent, c'est que Stuxnet n'est que la pointe de l'iceberg. Un fragment d'un projet plus vaste, soigneusement orchestré dans les coulisses des agences de renseignement. Flamme, Stuxnet et Doku, trois têtes d'un même programme, quand l'on compare leur architecture, leur code, leurs modules, le verdict est sans appel. Les trois logiciels sont liés. Ils partagent des portions de code identiques, une infrastructure de commande similaire, une philosophie d'attaque commune et surtout une précision ciblée, impossible à atteindre sans de lourds moyens étatiques. Ces logiciels n'ont pas été conçus par des hackers isolés, c'est le fruit des projets étatiques. Et tout pointe dans la même direction, une coopération entre les États-Unis et Israël, dans le cadre d'un programme de secret de guerre numérique. L'objectif était de saboter l'Iran, mais sans déclarer la guerre. Cette opération a eu un nom, Opération Olympics Game. Un programme lancé sous l'administration Bush, puis poursuivi sous Obama. L'objectif, ralentir le programme nucléaire iranien, sans missiles, sans sabotage, sans guerre officiellement. Stuxnet était la première salve. Doku et Flamme, des agents de reconnaissance et de surveillance, une campagne d'espionnage et de sabotage menée à travers des lignes de code sans un seul coup de feu. Mais il y a eu une erreur. Stuxnet, conçu au départ pour infecter un réseau fermé, s'est échappé accidentellement. C'est cette fuite qui a révélé toute l'opération au monde entier, et avec elle, une réalité inquiétante. Les plus grandes puissances de la planète développent en secret des cyberarmes capables d'infecter et de détruire des infrastructures vitales, et maintenant que le secret est dévoilé, qui va les imiter? La course est lancée. La Russie, la Chine, la Corée du Nord et bien d'autres, tous prennent note. Tous comprennent que le champ de bataille numérique est désormais ouvert et que la prochaine guerre ne pourrait jamais se passer sur des champs de bataille. Officiellement, ni les États-Unis ni l'Iran n'ont reconnu leur rôle dans Stuxnet. Mais les indices sont très nombreux. Le virus ne visait qu'un seul type bien spécifique de centrifugeuse, utilisée uniquement en Iran. Les techniques employées, les failles exploitées, les certificats volés, toutes pointent vers des ressources quasi illimitées, donc étatiques. Plusieurs fuites internes et révélations, dont celui de Edward Snowden, ont confirmé que ce projet d'Olympics Game était bien un programme conçu conjointement entre la NSA et l'unité 8200 israélien. L'Iran n'a jamais riposté officiellement par une attaque militaire, mais très vite les représailles ont pris une autre tournure. Attaque contre les banques américaines, sabotage numérique contre les infrastructures critiques du Moyen-Orient, développement accéléré de capacités de guerre cyber. En d'autres termes, l'Iran est entré à son tour à l'ère de la cyberguerre. Aujourd'hui, tous les États majeurs possèdent une doctrine cyber-militaire. Les États-Unis ont créé l'US Cyber Command, une branche militaire dédiée aux cyber-opérations. La Russie a perfectionné des campagnes hybrides mêlant propagande, désinformation et sabotage numérique. La Chine investit massivement dans le cyber-espionnage industriel. Israël est connu comme l'un des leaders mondiaux dans l'art de la guerre numérique. L'Iran, enfin, a lancé des opérations offensives contre l'Arabie Saoudite, des infrastructures américaines et européennes. Nous sommes entrés dans une ère où les guerres peuvent commencer à tout moment sans qu'un coup de feu ne soit tiré. Un simple clic, un simple code silencieux et le cœur énergique, logique ou militaire d'un pays peut s'arrêter. Le monde a changé et la prochaine guerre ne se fera peut-être jamais au sol.